La cave sentait le bois humide et la rouille. Esther s'assit dans le coin le plus sec qu'elle put trouver, ramenant ses genoux contre sa poitrine comme pour se faire plus petite, moins visible dans cet espace confiné. Le temps s'étirait là en bas, rythmé seulement par le son monotone des gouttes d'eau tombant d'un tuyau rouillé du plafond bas, formant une petite flaque sombre sur le sol en terre battue. Du bout des doigts, elle traçait des lignes invisibles sur le sol poussiéreux, des cercles, des spirales, des chemins imaginaires qui l'emmèneraient loin d'ici. Parfois, elle dessinait la maison qu'elle n'avait jamais eue, un endroit avec de grandes fenêtres et une porte toujours ouverte. D'autres fois, elle laissait simplement ses doigts errer sans but, comme son esprit tentait de le faire lorsque le poids de la réalité devenait insupportable. « Tu n'es pas prête à vivre avec les gens ?» La voix de son beau-père résonnait. Dans sa mémoire, rêche comme les planches du parquet au-dessus de sa tête. « Tu dois d'abord apprendre l'obéissance. C'est pour ton bien. » Antoine était entré dans sa vie quand elle n'avait que 9 ans, apportant avec lui un faux sourire pour sa mère et des yeux froids pour elle. Au début, ce n'étaient que des mots durs, puis vinrent les punitions, et enfin, cette cave. Sa mère, Clarisse, trop fragile pour affronter son mari et trop effrayée pour perdre le peu qu'il offrait, devenait une ombre qui passait rapidement dans la vie d'Esther, laissant de la nourriture à la porte de la cave et des murmures pressés de « sois patiente » ou « ça va passer ». Mais ce n'était pas passé. Et maintenant, à 18 ans, Esther commençait à craindre que cela ne passerait jamais. Elle ajusta la fine couverture sur ses épaules. Le froid de l'automne commençait à s'infiltrer par les fentes des planches, annonçant que l'hiver rigoureux de la campagne arriverait bientôt. Par la petite et unique fenêtre de la cave, un carré de verre embué presque au niveau du sol du jardin, la lumière du jour faiblissait, indiquant le crépuscule. D'en haut, montait l'odeur du pain de campagne en train de cuire. Esther ferma les yeux et inspira profondément. Les arômes de la cuisine étaient souvent sa seule connexion avec le monde au-delà des murs humides. Et à ces moments-là, le sentiment d'injustice brûlait plus que la faim elle-même qui tordait son estomac. « Madame Clarisse a fait du pain de campagne aujourd'hui », pensa-t-elle, et elle faillit sourire. C'était une petite consolation de savoir que, même sans le courage de la défendre, sa mère essayait encore de l'atteindre avec ses petits gestes. Peut-être qu'il resterait un morceau pour elle au repas du soir. Esther se leva et étira ses jambes engourdies. L'espace ne lui permettait pas de se tenir complètement droite. Le plafond bas l'obligeait à garder les épaules courbées, comme si la cave elle-même voulait lui rappeler constamment sa condition. Elle marcha jusqu'à la petite fenêtre et nettoya un cercle sur la vitre poussiéreuse. Dehors, le jardin s'étendait jusqu'à la clôture en bois qui séparait la propriété des champs ouverts. Au loin, on pouvait voir les douces collines qui entouraient le village de Sainte-Croix-sur-Loire, où il vivait. Le soleil se couchait derrière ces collines, teintant le ciel d'orange et de rouge. Esther appuya son front contre la vitre froide. Dehors, le monde continuait de tourner. Les enfants rentrèrent de l'école par la route de terre, les hommes revenaient du travail dans les fermes, les femmes étendaient le linge sur les cordes, ou rentraient les poules dans les poulaillers. La vie suivait son cours sans remarquer son absence. Cela faisait 3 ans qu'Antoine avait commencé à la garder dans la cave. Au début, ce n'était que quelques jours de punition pour des désobéissances inventées. Puis les séjours s'allongèrent, jusqu'à ce que l'école cesse de la chercher et que les voisins arrêtent de poser des questions. Pour le monde extérieur, elle avait simplement disparu, ou peut-être croyait-il à l'histoire que son beau-père avait répandue, l'ayant envoyé dans la capitale pour vivre avec une tante imaginaire. Un mouvement dans le jardin attira son attention. Un cheval alezan de taille moyenne mais bien soigné attaché à la clôture. Esther fronça les sourcils. Elle ne reconnaissait pas l'animal. Peu après, elle entendit des pas lourds sur la véranda et la voix grave de son beau-père mêlée à une autre plus basse et posée qu'elle ne put identifier. Les visites n'étaient pas courantes. Antoine préférait tenir les gens à distance, surtout depuis qu'il avait commencé à utiliser la cave comme prison privée pour sa belle-fille. Le cœur d'Esther s'accéléra. Qui cela pouvait-il être? Peut-être quelqu'un du village, un voisin ou... Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle aperçut un homme dans le jardin. Il marchait lentement à côté d'Antoine, qui gesticulait en direction de l'étable. L'inconnu portait un chapeau usé qui ombrageait son visage, mais quelque chose dans sa posture, la manière dont il gardait les épaules droites malgré son regard baissé,
attira l'attention d'Esther. Il y avait en lui une dignité silencieuse qui contrastait avec la fausse assurance de son beau-père. Soudain, comme s'il sentait qu'il était observé, l'homme tourna le visage en direction de la petite fenêtre de la cave. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et Esther recula instinctivement dans l'ombre, le cœur battant fort contre ses côtes. Elle avait vu ses yeux, sombres et profonds, portant une tristesse familière qu'elle reconnut immédiatement, comme si elle regardait un miroir. Et sans savoir pourquoi, elle sentit un fil d'espoir s'allumer dans sa poitrine, comme une bougie fragile protégée du vent. Elliot ajusta les rênes de son cheval, Zéphyr, tandis qu'il chevauchait sur la route de terre qui serpentait entre les champs de Sainte-Croix-sur-Loire. Le soleil commençait à baisser à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés qui se reflétaient sur les feuilles sèches éparpillées sur le chemin. Un vent froid agitait sa chemise de flanelle délavée, annonçant que l'hiver ne tarderait pas. Il n'était pas un homme de beaucoup de mots, ne l'avait jamais été. Depuis que Cécile, sa femme, avait quitté ce monde 5 ans auparavant, emportée par une fièvre que même les médecins de la capitale n'avaient pu expliquer, le silence était devenu son compagnon le plus constant. Il vivait désormais plus pour le travail que pour lui-même, se levant avant le soleil pour s'occuper du bétail et s'endormant épuisé lorsque les étoiles dominaient déjà le ciel. Les habitants du village s'étaient habitués à sa silhouette solitaire. « C'est le deuil », disaient les dames au marché du dimanche. « Un homme sans femme devient comme ça, un peu rustre », commentèrent les hommes au bistrot du père, Albin. Mais ce n'était pas seulement le deuil qu'il portait. C'était un vide qui semblait sans fond, un espace en lui où existaient autrefois des rires, des projets et la possibilité d'une famille qu'il n'avait jamais pu fonder. Zéphyr hennit doucement lorsqu'ils aperçurent la propriété d'Antoine Ferreira. Elliot n'éprouvait aucune sympathie pour l'homme, mais le veau de race charolaise qu'il avait annoncé à la vente valait la visite. Avec le prix du bétail en hausse, c'était une opportunité d'investissement qu'il ne pouvait laisser passer. « Ça sera rapide », murmura-t-il au cheval, comme pour se convaincre. En s'approchant de la maison aux planches grises, il remarqua le jardin bien entretenu et le potager clôturé, où poussaient des choux et des tomates. Le soin apporté à la propriété contrastait avec les histoires qui circulèrent sur Antoine. Des rumeurs de mains lourdes avec sa femme et d'une rigueur excessive. Elliot n'avait jamais accordé beaucoup de crédit aux discussions de bistrot, mais quelque chose dans l'atmosphère de cette maison le rendait inquiet. Il attacha Zéphyr à la clôture et frappa 3 fois à la porte d'entrée. Des pas lourds résonnèrent de l'intérieur avant que la porte ne s'ouvre, révélant Antoine avec son sourire commercial. Elliot Pereira, ponctuel comme le lever du soleil, entre l'ami. Elliot hocha la tête et entra, gardant son chapeau à la main. Le salon était impeccablement propre, avec un canapé à motif floral et une table basse sur laquelle reposait une Bible ouverte. Au mur, un portrait d'Antoine à côté d'une femme à l'apparence fragile qui souriait sans montrer les dents. Il n'y avait aucun signe d'enfant ou de jeune. « Tu acceptes un café ? Clarisse vient de le préparer. »« Non, merci. Je suis venu pour le veau, comme convenu. » Antoine acquiesça, se frottant les mains calleuses. « Bien sûr, bien sûr. Allons à l'étable alors. L'animal est de première qualité, tu vas voir. » Ils sortirent dans le jardin, Antoine parlant sans arrêt de la lignée du veau et du prix juste qu'il demandait pour un animal de cette qualité. Elio le suivait en silence, observant plus qu'écoutant. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Une petite fenêtre presque au niveau du sol, couverte de poussière à l'intérieur mais avec des marques récentes de doigts sur la vitre. Le détail ne correspondait pas au reste de la propriété bien entretenue. Tandis qu'Antoine continuait son monologue sur les prix du marché, Elliot détourna le regard plus d'une fois vers cette fenêtre. La 3e fois, il capta un mouvement. Il y avait quelqu'un à l'intérieur qui observait. Une paire d'yeux sombres le fixa un très bref instant avant de disparaître dans l'ombre. Des yeux jeunes, effrayés, qui se cachèrent dès qu'ils réalisèrent avoir été vus. Quelque chose dans l'expression de ce regard lui serra l'estomac. « Tu m'écoutes, Elliot ?» La voix d'Antoine le ramena à la réalité. Ils étaient maintenant près de la petite étable où le veau attendait, séparé des 2 vaches laitières qui complétaient le modeste troupeau de la propriété. « Je t'écoute, ça semble être une bonne affaire, » répondit-il automatiquement, tandis que son esprit traitait encore ce qu'il venait de voir.
Antoine ouvrit la barrière et montra le veau, un animal sain au pelage clair et aux pattes solides. En d'autres circonstances, Elliot l'aurait examiné plus attentivement, vérifié les dents, la musculature, mais maintenant il faisait les gestes mécaniquement, hochant la tête pendant qu'Antoine parlait du potentiel reproducteur de l'animal. « Alors, on fait affaire ?» demanda Antoine en tendant la main. Elliot hésita. Une partie de lui voulait partir de là le plus vite possible, oublier ses yeux à la fenêtre de la cave. Ce n'était pas ses affaires. Mais une autre partie, peut-être celle qui gardait encore l'homme qu'il était avant la solitude, ne pouvait l'ignorer. « Je vais réfléchir au prix. Je dois voir comment ça cadre avec mon budget de ce mois-ci, » répondit-il finalement, serrant la main d'Antoine avec une fermeté contrôlée. L'expression de l'autre homme se durcit un instant, mais revint vite au sourire commercial. « Bien sûr, je comprends. Ne tarde pas trop à te décider. J'ai d'autres intéressés. » Ils retournèrent vers l'avant de la maison en silence. En allant, passant de nouveau devant la petite fenêtre de la cave, Elliot ralentit imperceptiblement le pas, mais plus personne n'observait. Seule la vitre poussiéreuse reflétait le soleil couchant. Il monta sur Zéphyr et prit congé d'un signe de tête. Tandis qu'il s'éloignait sur la route, il jeta un dernier regard en arrière. La maison d'Antoine devenait de plus en plus petite, à distance. Mais l'image de ses yeux restait nette dans son esprit. Un vacher savait reconnaître un animal piégé à l'éclat particulier de son regard. C'était quelque chose qu'il avait appris pendant les longues saisons dans les fermes, de la campagne berrichonne, et ce n'était pas un regard de peur ordinaire. C'était un appel silencieux. Le chemin du retour vers sa petite propriété parut plus long cet après-midi-là. Les ombres s'allongeaient sur les champs et le ciel montrait déjà les premières étoiles quand il atteignit sa maison en briques apparentes, construite de ses propres mains après la mort de Cécile. C'était un endroit simple, mais le sien. Sans fantômes, sauf ceux qu'il portait en lui. Après avoir décelé Zéphyr et s'être assuré que l'animal avait de l'eau fraîche et assez de foin, Elliot entra dans la maison. La solitude l'accueillit, comme d'habitude, le vide des pièces, le fauteuil à bascule où personne ne s'asseyait plus, la table avec une seule assiette. Il prépara un café fort et s'assit sur la véranda, observant la nuit qui tombait sur ses terres. Qui pouvait bien être cette personne dans la cave d'Antoine? L'homme n'avait pas d'enfant, à sa connaissance. Peut-être la belle-fille. Des rumeurs couraient sur une jeune fille qui vivait avec eux, mais qu'on ne voyait plus au village depuis des années. Elliot secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Il n'était pas du genre à se mêler des affaires des autres. Chaque famille avait ses propres arrangements, ses propres règles. Qui était-il pour juger? Mais quand il ferma les yeux pour dormir cette nuit-là, il revit ce regard. Et il sut, même sans vouloir l'admettre, qu'il retournerait à cette maison. Pas pour le veau, pour quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais qui l'attirait comme un courant, le sentiment que, peut-être, il pourrait faire une différence dans la vie de quelqu'un. 4 jours passèrent avant qu'Elliot ne trouve le courage et le prétexte pour retourner à la propriété d'Antoine. Durant ce temps, il dormit mal, poursuivi par des rêves où des yeux effrayés le fixaient à travers des vitres embuées. Le matin, il travaillait avec plus d'acharnement que d'habitude, comme si l'effort physique pouvait chasser les pensées qui le dérangeaient. Au village, il s'arrêta à la boulangerie de Madame Zélie et acheta un pain de campagne frais, encore chaud. L'arôme doux emplit la petite charrette qu'il avait utilisée à la place du cheval. Pour ne pas attirer l'attention, à côté du pain, il plaça un morceau de tissu propre qu'il avait trouvé parmi les affaires de Cécile. Un coupon de coton avec de petites fleurs brodées, quelque chose de délicat qui contrastait avec ses mains rugueuses de travail. « C'est juste un pain », se murmura-t-il, fouettant légèrement les rênes pour presser la mule. Juste un pain et un tissu propre. Mais il savait que c'était plus que ça. C'était une reconnaissance, un geste qui disait « Je t'ai vu ». En arrivant à la propriété d'Antoine, il répéta mentalement l'excuse qu'il avait créée. Il avait besoin de plus de détails sur le veau, voulait vérifier à nouveau sa santé avant de conclure l'affaire. Cela semblait assez plausible pour ne pas éveiller les soupçons. Antoine le reçut avec une impatience visible, comme si la présence d'Elio était une interruption indésirable dans sa journée. « Je pensais,
Que tu avais déjà décidé de ne pas acheter, commenta-t-il tout, en le conduisant à nouveau vers le jardin. J'aime être sûr dans les affaires, répondit Elliot, gardant un ton neutre. Mon père disait toujours que décision hâtive mène à long repentir. Quelque chose dans la mention du dicton populaire parut adoucir l'expression d'Antoine, qui acquiesça comme quelqu'un qui reconnaît une vérité fondamentale. Ils marchèrent en direction de l'étable, passant devant la petite fenêtre de la cave. Elio remarqua qu'elle était encore plus sale qu'avant, comme si quelqu'un avait délibérément jeté de la terre sur la vitre. Pendant qu'Antoine ouvrait la barrière de l'étable, parlant de la façon dont il avait traité le veau contre les tiques, Elliot sortit discrètement le paquet de sous son manteau. D'un mouvement rapide, profitant que l'autre homme avait le dos tourné, il déposa le pain enveloppé dans le tissu propre sur le rebord de la fenêtre, le poussant partiellement par la fente inférieure, où la vitre n'atteignait pas le bois. Puis il se dirigea vers l'étable comme si de rien n'était. Le veau semblait en meilleure santé que lors de la visite précédente, et Elliot feignit un intérêt sincère, posant des questions techniques qu'il savait plaire à Antoine. L'homme s'anima, expliquant des détails sur l'alimentation et les soins de l'animal. Pendant ce temps, l'esprit d'Elliot était partagé entre la conversation et la petite fenêtre, se demandant si le paquet avait déjà été découvert. « Je prends le veau », décida-t-il finalement, à la surprise d'Antoine. « Mais je ne peux venir le chercher que la semaine prochaine. Je dois d'abord finir la rénovation de l'enclos. » Ils se mirent d'accord sur le prix et Elio paya un acompte garantissant l'affaire. En prenant congé, il jeta un dernier regard vers la fenêtre de la cave. Le paquet avait disparu. Sur la vitre sale, une petite zone propre indiquait que quelqu'un avait été là. Son cœur s'accéléra légèrement, une étrange sensation de satisfaction mêlée d'inquiétude. Pendant le chemin du retour, il pensa à ce qu'il venait de faire. Un geste simple, presque insignifiant pour tout observateur, extérieur mais qui pour lui, et il espérait aussi pour la personne dans la cave, signifiait beaucoup plus. C'était comme jeter une corde dans des eaux tumultueuses, sans savoir si elle atteindrait la main qui avait besoin d'aide. 3 jours passèrent avant qu'Elio ne revienne. Cette fois, il apporta des outils et du bois, proposant d'aider Antoine à réparer la clôture du fond qui cédait, en échange d'une réduction sur le veau, expliqua-t-il, et Antoine, toujours soucieux d'économiser, accepta promptement. Travailler côte à côte avec l'homme ne lui était pas agréable. Il y avait quelque chose dans la manière de parler d'Antoine, dans la façon dont ses yeux ne semblaient jamais sincères, qui mettait Elliot mal à l'aise. Mais ce malaise était un petit prix à payer pour l'opportunité de mieux comprendre la situation. Tandis qu'il martelait les planches de la clôture, il observa discrètement la routine de la maison. Une femme maigre, qu'il supposa être Clarisse, sortait occasionnellement pour étendre le linge ou nourrir les poules. Ses mouvements étaient précipités, nerveux, comme si elle craignait d'occuper trop d'espace dans le monde. Il n'y avait aucun signe de quelqu'un d'autre. Au milieu de l'après-midi, Antoine annonça qu'il devait aller au village. Quelque chose à propos d'un colis à la poste qui allait fermer dans 1 heure. « Tu peux continuer le travail ?» demanda-t-il, marchant déjà vers la vieille 4L rouillée qu'il gardait dans le hangar. « Je reviens avant le coucher du soleil pour qu'on règle ça. » Elliot acquiesça et continua de marteler tandis que le son du moteur s'éloignait sur la route de terre. Quand il fut sûr qu'Antoine était assez loin, il lâcha ses outils et s'approcha de la maison. Clarisse était dans la cuisine, visible par la fenêtre, préparant quelque chose sur la cuisinière à bois. Elle ne le remarqua pas quand il contourna le bâtiment en direction de la cave. L'entrée de la cave se trouvait à l'arrière, une porte en bois sombre partiellement couverte de lierre. Il n'y avait pas de cadenas, juste un simple loquet qui céda facilement quand Elliot le força. Il hésita un instant, la main sur la poignée. Ce qu'il faisait était une intrusion, quelque chose qui pourrait lui attirer de sérieux problèmes, mais l'image de ses yeux effrayés le poussa en avant. Il ouvrit la porte doucement, laissant la lumière dorée de l'après-midi envahir l'espace sombre et humide. L'odeur de moisi et de terre mouillée le frappa immédiatement. Quand ses yeux s'habituèrent à la pénombre, il vit une silhouette recroquevillée dans le coin le plus éloigné de la petite pièce, comme un animal traqué. C'était une jeune femme, elle ne devait pas avoir plus de 20 ans, des cheveux sombres et en
Des ordres encadraient un visage pâle où de grands yeux marrons le fixaient, avec un mélange de peur et d'incrédulité. Elle portait des vêtements simples et usés, un chemisier à manches longues qui avait été bleu et une jupe qui semblait trop grande pour son corps mince. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Le silence n'était rompu que par le chant lointain d'un merle dans le verger et le grincement occasionnel du plancher au-dessus d'eux. « Qui êtes-vous » Sa voix sortit comme un murmure rauque, comme si elle n'était pas habituée à être utilisée. « Elliot » répondit-il simplement. « Je suis venu voir si tout va bien. » Elle cligna plusieurs fois des yeux, s'habituant à la clarté. L'odeur de terre et d'herbe entra avec la brise, la faisant inspirer profondément, comme quelqu'un qui goûte un aliment rare et précieux. « Le pain, murmura-t-elle. C'était vous ? » Il acquiesça, incapable de trouver des mots appropriés. Il avait répété ce moment dans son esprit, mais maintenant, face à la réalité crue de la souffrance de cette jeune femme, toute phrase semblait insuffisante. « Je m'appelle Esther, » dit-elle, et sa voix gagna un peu plus de fermeté. Puis, comme si elle prenait son courage à deux mains, elle se leva lentement. Elle était plus grande qu'elle ne le paraissait recroquevillée, mais devait tout de même courber légèrement les épaules pour ne pas se cogner la tête au plafond bas. Elle fit un pas hésitant vers la porte ouverte, comme quelqu'un qui marche sur un sol sacré. La lumière du soleil toucha son visage, révélant des taches de rousseur claire sur ses pommettes et une petite cicatrice au-dessus du sourcil droit. Elliot tendit instinctivement la main. Esther la regarda un instant comme si c'était quelque chose d'étrange et potentiellement dangereux. Puis, lentement, elle posa ses doigts fins sur sa paume rugueuse. Le contact ne dura qu'une seconde avant qu'elle ne recule, mais ce fut assez pour qu'Elliot sente à quel point ses mains étaient froides, malgré la journée chaude. « Il revient bientôt, » dit-elle, regardant nerveusement vers la route. « S'il découvre que vous avez ouvert la porte… » Elliot comprit. Ce n'était pas le moment pour de longues conversations ou des plans élaborés. L'important était qu'elle sache maintenant qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un à l'extérieur connaissait son existence. « Je reviendrai, » promit-il. « Mais maintenant, je dois fermer la porte. » Un éclair de peur traversa le visage d'Esther, rapidement remplacé par une résignation qui fit plus mal à Elliot que n'importe quelle protestation n'aurait pu le faire. Elle acquiesça et recula dans l'ombre de la cave. Avant de fermer la porte, Elliot ajouta « Ça ne durera pas toujours. » Ce n'était pas une promesse en l'air. Tandis qu'il retournait travailler à la clôture, une idée commençait à se former dans son esprit. Ce ne serait pas facile, et cela comporterait certainement des risques, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit qu'il y avait quelque chose de plus important à considérer que sa propre solitude. La semaine suivante, Elliot retourna à la propriété d'Antoine avec une nouvelle proposition. Il offrit son aide pour l'entretien du poulailler, dont les lattes étaient lâches et les tuiles cassées. La forte pluie des derniers jours avait révélé plusieurs fuites, et Antoine, toujours à l'affût de toute occasion d'économiser, accepta promptement l'offre de travail en échange d'une plus grande réduction sur le veau. « Je ne t'ai jamais vu aussi intéressé par les affaires avec moi, Elliot », commenta Antoine tandis qu'il transportait du bois du hangar au jardin. « Je pensais que tu étais un homme de peu de mots et encore moins de visites. » Elliot haussa les épaules, gardant l'expression neutre qu'il avait perfectionnée au fil des ans. L'hiver approche. Mieux vaut régler les problèmes avant que le temps n'empire. Travailler côte à côte avec Antoine était comme avoir affaire à un serpent. Cela exigeait une attention constante et une distance de sécurité. Elliot mesurait chaque mot, chaque geste, pour ne pas révéler ses véritables pensées. Tandis qu'il martelait les planches du poulailler, il observait discrètement la routine de la maison. Il y avait des schémas, comme partout. Clarisse sortait pour nourrir les animaux toujours à 15 heures. Antoine vérifiait la boîte aux lettres sur la route principale à 16h30. Mais le plus important, le jeudi, Antoine se rendait au village pour la réunion de la coopérative agricole, puis passait au bar de Tiao. Il partait juste après le déjeuner et ne revenait que lorsque les premières étoiles pointaient dans le ciel. « Demain, je ne pourrai pas continuer le service », commenta Elliot nonchalamment lorsqu'ils s'arrêtèrent pour boire de l'eau du puits. « Je dois aller chercher du grain au magasin d'Albin. »« Je ne suis pas là demain de toute façon, » répondit Antoine, essuyant la sueur de son front
avec un mouchoir sale. « J'ai un engagement au village. Tu peux revenir vendredi. » Elliot acquiesça, essayant de contrôler le rythme de sa respiration. C'était la confirmation dont il avait besoin. À la fin de la journée, en prenant congé, il passa délibérément près de la petite fenêtre de la cave. Il n'y avait aucun signe d'Esther, mais il savait qu'elle l'observait probablement depuis l'ombre. Il laissa tomber, comme par inadvertance, un petit papier plié. Un dessin simple, le soleil se levant entre les montagnes, et en dessous, écrit de sa lettre irrégulière, « Jeudi ». Le jeudi matin, Elio se réveilla avant l'aube, agité. Il avait répété mentalement chaque détail, chaque complication possible. Que ferait-il s'il rencontrait Clarisse? Et si Antoine changeait ses plans? Et plus important encore, et si Esther ne voulait pas venir avec lui? Cette dernière question le poursuivit tandis qu'il nourrissait les animaux et vérifiait la clôture du pâturage. Il y avait quelque chose de profondément mal à retenir quelqu'un contre sa volonté, comme le faisait Antoine. Mais ne serait-il pas également mal de forcer Esther à une décision pour laquelle elle n'était peut-être pas prête? Midi. Elliot sella Zéphyr et partit, non pas par la route principale, mais par le chemin plus long qui contournait le ruisseau et passait derrière la propriété d'Antoine. Il attacha le cheval dans un petit bois d'eucalyptus et continua à pied, se tenant accroupi parmi les buissons qui délimitèrent le terrain. De son point d'observation, il vit la 4L d'Antoine quitter la propriété, soulevant la poussière sur la route. Il attendit encore 20 minutes, s'assurant que l'homme ne reviendrait pas pour un objet oublié. Puis, il s'approcha prudemment de la maison. Clarisse n'était pas en vue. Elle se reposait probablement après le déjeuner, comme c'était la coutume dans les fermes de la région. Elliot contourna le bâtiment jusqu'à la porte de la cave. Avec précaution, il manipula le simple loquet jusqu'à ce qu'il cède. Il ouvrit la porte lentement, laissant la lumière de l'après-midi entrer progressivement dans l'espace sombre. Esther était là, non pas recroquevillée dans un coin comme la dernière fois, mais debout, comme si elle l'attendait. Elle s'était peigné les cheveux et lavé le visage. Un petit paquet de tissus reposait à ses pieds, ses quelques possessions. « Vous êtes venu », dit-elle, sa voix encore basse, mais avec une fermeté qu'elle n'avait pas montrée auparavant. « J'ai promis que je reviendrai », répondit Elliot. « Nous avons peu de temps. » Il lui tendit la main et cette fois, Esther n'hésita pas à la prendre. Ses doigts étaient moins froids, nota-t-il. Il la guida hors de la cave, vers la lumière du soleil qui baignait maintenant le jardin. Esther cligna plusieurs fois des yeux s'habituant à la clarté intense. L'odeur de terre et d'herbe entra avec la brise, et elle se leva, hésitante, comme quelqu'un qui marche sur un sol sacré. Le monde semblait trop grand, trop ouvert, après tant de temps confiné. « Pouvez-vous marcher jusqu'à ces arbres ?» demanda Elliot, en montrant le petit bois où il avait laissé Zéphyr. Elle acquiesça, mais ses premiers pas furent incertains, comme ceux d'un enfant qui apprend à marcher. Elliot résista à l'envie de la tenir par le bras. Il savait instinctivement qu'elle devait le faire seule, reconquérir sa propre force. Ils marchèrent lentement à travers le pâturage, Esther s'arrêtant occasionnellement pour toucher une fleur sauvage, ou regarder le ciel bleu, sans le filtre d'une vitre sale. Un petit papillon jaune passa en volant près d'elle. Et un instant, un sourire transforma son visage. Ce fut bref, presque imperceptible, mais il était là. Quand ils arrivèrent au bois, Zéphyr hennit doucement. Esther recula effrayée. « N'ayez pas peur, » dit Elliot. « C'est juste Zéphyr. Il ne vous fera pas de mal. » Il s'approcha du cheval et caressa son cou, montrant à Esther comment faire de même. Après quelques instants d'hésitation, elle tendit la main et toucha le poil doux de l'animal. Un autre petit sourire. Ils s'assirent à l'ombre des eucalyptus, l'arôme fort des feuilles se mêlant à l'odeur de terre mouillée. Elliot sortit de son sac en cuir un petit paquet, du pain de campagne et du fromage frais. Il l'offrit à Esther, qui accepta d'un signe de tête. Ils mangèrent en silence, observant les nuages qui se déplaçaient paresseusement dans le ciel. Pendant un moment, c'était comme si le monde s'était arrêté, leur donnant à tous les deux un répit, une pause dans la vie qui les avait blessés de différentes manières. « Je dois rentrer », dit finalement Esther, sa voix un murmure réticent. Elliot la regarda surpris. « Vous ne voulez pas partir d'ici ?»
Elle serra ses genoux contre sa poitrine, un geste qui semblait aussi naturel que de respirer. Ma mère, elle ne pourrait pas affronter Antoine seule. Il lui ferait du mal. Le poids de ces mots tomba sur Elio comme des pierres. Bien sûr que ce ne serait pas simple. Ça ne l'est jamais, quand il y a des chaînes invisibles qui retiennent les gens. Je comprends, dit-il bien que son cœur protestât contre l'idée de la ramener à cette cave. Mais je veux que vous sachiez une chose, Esther. Ça ne durera pas toujours. Elle le fixa, ses yeux sombres, cherchant un signe de fausseté, une indication que ce n'était que des mots vides. Elle ne trouva que de la détermination. « Je retournerai à la cave aujourd'hui, dit-elle, mais je garde votre promesse avec moi. » Le chemin du retour fut plus rapide qu'Elliot ne l'aurait souhaité. Quand ils arrivèrent à la porte de la cave, Esther hésita, regardant une dernière fois le ciel ouvert. « Merci, » murmura-t-elle, avant d'entrer volontairement dans l'obscurité. Elliot ferma la porte, sentant comme si une partie de lui restait enfermée à l'intérieur aussi. Mais maintenant il avait un but, un plan qui commençait à se former. Tandis qu'il retournait à cheval vers sa propriété, il observa les terres qu'il cultivait seul, le potager ayant besoin de soins, le verger avec des fruits trop mûrs tombant au sol faute de main pour les cueillir. Des terres qui pourraient offrir plus que la solitude, des terres qui pourraient peut-être offrir la rédemption. L'idée vint à Elliot pendant une nuit d'insomnie, alors que le vent sifflait entre les fentes de la fenêtre et que les souvenirs de Cécile semblaient plus vifs que d'habitude. C'était une idée simple dans sa conception, mais si audacieuse dans son exécution qu'Elliot lui-même hésita à la considérer sérieusement. Cependant, à l'aube, avec la clarté qu'apportait le soleil, il réalisa qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il enfila sa chemise la moins délavée, celle que Cécile avait insisté pour acheter pour les dimanches de messe, et partit pour la propriété d'Antoine sans prévenir. Il arriva alors que la rosée couvrait encore l'herbe de petites gouttes cristallines qui reflétaient la lumière dorée du matin. Antoine était dans l'enclos, séparant un veau de sa mère quand Elio descendit de Zéphyr. L'homme plus âgé le reçut en fronçant les sourcils. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui, Elliot. Le travail du poulailler est presque terminé. » Elliot respira profondément, ajustant son chapeau. « Je ne suis pas venu pour le poulailler, je suis venu faire une proposition. » Ils s'assirent, sur la véranda, sur des chaises en bois qui grinçaient à chaque mouvement. Clarisse servit le café en silence, ses yeux baissés ne rencontrant jamais ceux d'Elio. C'était comme une ombre se déplaçant dans sa propre maison. « J'ai besoin d'aide sur ma propriété, » commença Elliot, gardant la voix ferme malgré une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il avait demandé Cécile en mariage. Le potager se perd. Les poules sont à peine nourries à l'heure. Un homme seul ne peut pas tout faire. Antoine acquiesça, portant la tasse à ses lèvres. « As-tu pensé à engager un fils de fermier ? Le Sébastien a des garçons costauds qui travaillent pour peu. » « Je ne veux pas d'homme pour le gros travail. Je m'en occupe déjà, » répondit Elio. « J'ai besoin de quelqu'un pour les services plus délicats. Le potager, les poules, la traite. » Il fit une pause, étudiant la réaction d'Antoine avant de continuer. « J'ai entendu dire qu'il y a une jeune fille ici, ta belle-fille. » Le café s'arrêta à mi-chemin de la bouche d'Antoine. Ses yeux se plissèrent. « Qui t'a dit ça ? Le village est petit. Les gens parlent, » répondit Elliot, sans révéler sa source. « On dit qu'elle n'est pas très sociable, qu'elle reste plutôt à la maison. » Un sourire sarcastique apparut sur le visage d'Antoine. « Esther n'est pas sociable, non. Caractère difficile. Depuis que sa mère s'est mariée avec moi, elle n'a causé que des ennuis. » Elle fuguait, répondait, ne respectait pas les aînés. Il baissa la voix, se penchant comme pour partager un secret. Elle a même commencé à fréquenter un vaurien du village. C'est pour ça que j'ai dû être plus ferme. Elliot sentit son estomac se retourner face à ce mensonge éhonté, mais garda un visage impassible. Malgré tout, je veux l'engager. Je paierai d'avance. Les yeux d'Antoine brillèrent d'un intérêt soudain. Combien ? Elliot mentionna une somme, pas trop élevée pour éveiller les soupçons, mais suffisante pour tenter un homme comme Antoine. Il ajouta qu'il assumerait toute responsabilité pour elle. Un mot choisi avec soin pour faire appel au désir de l'homme de se débarrasser de ce qu'il considérait comme un problème.
Antoine rit, incrédule. Tu as perdu la tête, Elliot? Pourquoi paierais-tu pour avoir un problème chez toi? J'habite loin du village. Ma propriété est isolée. Il n'y a pas de voisins proches, répondit-il, laissant Antoine interpréter cela comme une indication qu'il saurait contrôler Esther. Et j'ai besoin de quelqu'un qui reste toute la journée. Je ne pourrais pas engager une femme mariée, avec une famille. Antoine considéra la proposition, faisant tourner la tasse vide entre ses doigts. Elio pouvait presque voir les calculs se faire dans son esprit. L'argent d'avance, une bouche, de moins à nourrir, aucune explication nécessaire pour les voisins curieux. Et si ça ne marche pas? Si elle est difficile à gérer? J'assume le risque, répondit Elliot. L'argent est à toi de toute façon. Après quelques minutes de négociations supplémentaires, où Antoine tenta d'augmenter la somme et Elio résista juste assez pour ne pas paraître désespéré, ils conclurent l'accord. Antoine appela Clarisse et lui ordonna d'amener Esther. Le temps qu'Elio passa à attendre parut une éternité. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'Antoine ne l'entende. Quand enfin la porte de la cuisine s'ouvrit, Esther apparut, guidée par une Clarisse aux yeux rouges. Elle était différente sous la lumière claire du matin. Plus pâle qu'Elliot ne l'avait imaginé, plus mince aussi. Elle portait une robe simple en coton, probablement empruntée à sa mère, trop grande pour son corps fragile. Ses cheveux avaient été peignés et attachés en une tresse mal faite. Dans ses yeux, un mélange de confusion et d'espoir qu'elle tentait de cacher. « La voilà !» annonça Antoine, comme s'il présentait une marchandise. « Comme tu peux le voir, ce n'est pas une beauté, mais pour le travail, elle devrait faire l'affaire. » Elliot se leva, saluant Esther d'un signe de tête comme s'il la rencontrait pour la première fois. Elle garda les yeux baissés, les mains jointes devant elle. « Vous pouvez préparer vos affaires, » dit Elliot, gardant une voix neutre. « Nous partons dans une demi-heure. » Clarisse reconduisit sa fille à l'intérieur, et Elliot put l'entendre murmurer frénétiquement quelque chose qu'il ne put distinguer. Antoine sourit, satisfait de l'accord, et alla chercher un papier pour qu'Elio signe, confirmant le embauche. « Considère ça comme une faveur que je te fais », commenta Antoine tandis qu'Elio signait le document improvisé. « 7. Phil ne cause que des dépenses et des ennuis. » Elio retint la réponse qui lui venait à l'esprit. Ce n'était pas le moment pour les confrontations. L'important était de sortir Esther de cette maison, de cette cave. Le reste viendrait plus tard. Quand Esther revint, elle portait un petit paquet, les mêmes quelques possessions qu'il avait vues la veille, maintenant enveloppées dans un foulard délavé. Clarisse la suivait, portant un baluchon plus grand avec quelques vêtements. « C'est tout, » dit Antoine. « Elle n'a pas grand-chose de toute façon. » Il y eut un moment étrange quand Esther dit au revoir à sa mère. Une étreinte rapide, des mots murmurés, des larmes contenues. Elliot réalisa que malgré tout, il y avait un lien là, imparfait et meurtri, mais réel. « Je l'amènerai en visite quand je pourrai », dit-il à Clarisse. Une impulsion née de la compassion. La femme acquiesça, séchant rapidement une larme avant que son mari ne la remarque. Elio aida Esther à monter sur Zéphyr, installant ses quelques biens sur la selle. Elle se déplaçait avec hésitation, comme si chaque geste était une répétition pour quelque chose qu'elle ne savait pas si elle réussirait à accomplir pleinement. Le voyage jusqu'à la propriété d'Elio fut silencieux. Il marchait à côté du cheval, tenant les rênes, donnant à Esther le temps d'absorber le changement soudain dans sa vie. Occasionnellement, il remarquait comment elle inclinait son visage vers le soleil, comment ses yeux parcouraient les champs environnants, redécouvrant un monde qui lui avait été refusé pendant si longtemps. Quand ils aperçurent la maison en briques apparentes, avec son toit de tuiles rouges et sa large véranda, Esther redressa légèrement les épaules. « C'est ici que vous vivez ?» demanda-t-elle, sa voix encore peu habituée à former des phrases complètes. « Oui », répondit Elio. « Je l'ai construite de mes propres mains, après le décès de ma femme. » Il ne savait pas pourquoi il avait mentionné Cécile à ce moment-là. Peut-être parce que, d'une certaine manière, il sentait qu'il devait être honnête avec Esther dès le début. « Elle est belle », dit-elle, et il y avait une sincérité simple dans ces mots qui toucha Elliot d'une manière qu'il n'attendait. Parceau, il montra à Esther la chambre qui serait la sienne, l'ancienne chambre d'amis qui avait rarement reçu de visite. Il y avait un lit avec un matelas de paille couvert de draps propres, une commode en bois sombre,
et une petite fenêtre qui donnait sur le verger. Rien de luxueux, mais propre, et, plus important encore, rien qu'à elle. Vous pouvez arranger vos affaires comme vous le souhaitez, dit Elio. Ensuite, je vous montrerai la propriété et ce qu'il y a à faire. Il la laissa seule, lui donnant de l'espace pour tout assimiler. Tandis qu'il décellait Zéphyr et l'emmenait au pâturage, il pensa à l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Il avait sorti une personne de sa captivité, oui, mais il avait aussi assumé une responsabilité qu'il ne savait pas exactement comment remplir. Le reste de la journée se passa en une présentation prudente de la routine de la ferme. Elio montra à Esther le potager qui avait besoin de soins, le poulailler où les volailles caquetaient en quête de nourriture, la petite étable où 2 vaches attendaient en la traite de l'après-midi. Il expliqua chaque tâche avec patience, montrant comment faire, sans exiger qu'elle essaie immédiatement. Esther observait tout avec une attention intense, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail, chaque mouvement. À la fin de la journée, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines, les mains d'Esther étaient sales de la terre du potager, qu'elle avait insisté pour commencer à nettoyer. De petites égratignures marquaient ses doigts peu habitués au travail ardu, mais il y avait quelque chose de différent sur son visage, une fatigue physique qui, d'une certaine manière, semblait avoir un peu allégé le poids qu'elle portait dans son regard. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. L'hiver arriva avec ses matins de gelée et ses après-midi de ciel gris, pour ensuite laisser place au printemps qui couvrit les champs de fleurs sauvages. La présence d'Esther à la ferme d'Elio ne passa pas inaperçue à Sainte-Croix-sur-Loire. Dans un endroit aussi petit, où les nouvelles voyageaient à la vitesse du vent, l'histoire de la jeune fille qui vivait recluse et travaillait maintenant pour le veuf solitaire généra plus de conversations que la dernière crue de la rivière. L'épicerie du père Albin, les opinions se divisaient comme des grains triés pour la semence. L'Éliote a perdu la tête, déclara Thaddée le forgeron en attendant son tour. Mettre une étrangère chez soi, surtout une dont on dit qu'elle n'a pas toute sa tête. Sottise, rétorqua Madame Zélie, en arrangeant les pots de confiture de coin sur l'étagère. Ce que le garçon a fait, c'est de la charité chrétienne. Cette petite vivait enfermée dans cette maison comme une bête. Il fallait voir comment elle est arrivée la première fois, pâle comme de la cire, les yeux effrayés. Quand même, insista Thaddée, un homme célibataire avec une jeune femme sous le même toit, ça fait jaser. Alors ne jasez pas, répondit sèchement Zélie. Elliot est un homme décent. Depuis que Cécile est partie, il n'a jamais donné matière à commérage. Et la petite est une pauvre malheureuse qui a besoin d'aide, pas de plus de jugement. La conversation se poursuivit, comme tant d'autres similaires qui avaient lieu dans le village. Certains disaient qu'Elio était devenu fou, d'autres qu'il avait fait trop de charité, quelques-uns insinuaient des intentions cachées. Mais Elliot, lorsqu'il venait au village pour vendre des fromages ou acheter des semences, gardait la même attitude réservée que toujours, répondant par des hochements de tête et des phrases courtes aux questions déguisées en intérêt désinvolte. Ce que personne au village ne pouvait voir, c'était la transformation silencieuse qui s'opérait dans la ferme isolée. Esther, qui les premiers jours parlait à peine et sursautait au moindre bruit soudain, prit progressivement racine sur cette terre. Elle commença par de petites tâches, nourrir les poules, ramasser les œufs, arroser le potager. Son corps, autrefois fragile comme une brindille sèche, gagna en force avec le travail quotidien. Elliot lui enseignait avec des gestes et peu de mots, montrant comment cueillir la laitue sans abîmer les feuilles, comment savoir quand une tomate était à point, comment traire sans effrayer la vache. Il ne haussait jamais la voix, ne montrait jamais d'impatience quand elle mettait du temps à apprendre quelque chose de nouveau. La terre et les animaux furent les premiers professeurs d'Esther dans sa nouvelle vie. Il ne jugeait pas, n'exigeait rien, répondait simplement aux soins avec une générosité silencieuse. Les matinées commençaient tôt à la ferme. Elliot se réveillait au premier chant du coq et préparait un café fort dans la cuisine au sol en terre battue. Bientôt, Esther le rejoignait, de moins en moins hésitante à occuper sa place dans cette maison. Ils prenaient leur café ensemble, généralement en silence.
observant par la fenêtre le lever du soleil qui teignait le ciel de rose et d'orange. Ensuite, chacun allait à ses tâches. Elio au travail avec le bétail et à l'entretien des clôtures, Esther au potager et aux animaux de la cour. Le soir, quand le travail était terminé et le simple dîner servi sur la table en bois, sombre, ils discutèrent parfois. Jamais du passé, c'était un territoire qu'ils avaient tacitement convenu de ne pas encore explorer. Ils parlèrent de la récolte, du veau nouveau-né, de la pluie qui tardait à venir, de petites conversations qui, pour tout observateur, sembleraient insignifiantes, mais qui, pour Esther, représentaient la reconquête progressive de sa voix. Ce fut un dimanche après-midi, près de 3 mois après son arrivée, qu'Esther surprit Elliot. Il était sur la véranda réparant un vieux harnais quand elle apparut tenant un panier, débordant de légumes, des laitues aux feuilles vigoureuses, des tomates rouges et rondes, des carottes d'un orange intense, tous cultivés de ses propres mains. « Je pense qu'on peut vendre au marché, » dit-elle. La voix plus ferme qu'Elliot ne l'avait jamais entendue. « Il y a beaucoup de bonnes choses ici. » Elliot observa le panier puis son visage, remarquant quelque chose qui n'y était pas avant. Un éclat dans les yeux, un quasi-sourire qui transformait ses traits. Il ressentit une vague de fierté inattendue, comme s'il était témoin d'un petit miracle. « Tu as raison, » répondit-il en se levant. « Demain, c'est jour de marché. Si tu veux, on peut y aller. » Le quasi-sourire d'Esther s'élargit, timide mais indéniablement présent. « J'aimerais bien. » Le lendemain matin, ils chargèrent la charrette avec les légumes soigneusement disposés dans des paniers recouverts de linge propre. Esther portait une robe simple mais elle était différente. Elle avait attaché ses cheveux avec plus de soin et s'était lavé le visage avec de l'eau de lavande que Madame Zélie lui avait donnée lors de sa dernière visite à la ferme. Le marché hebdomadaire de Sainte-Croix-sur-Loire se tenait sur la place centrale, autour du vieux kiosque à musique. Les agriculteurs et artisans de la région installaient leurs étals de bonne heure, créant un labyrinthe coloré et bruyant qui contrastait avec le silence habituel du village. Elliot aida Esther à organiser ses produits sur une petite table improvisée avec des caisses, puis s'éloigna un peu, lui laissant l'espace pour gérer sa propre affaire. Au début, les acheteurs s'approchaient avec curiosité, autant pour les légumes que pour la jeune fille inconnue qui les vendait. Esther, d'abord tendue, se détendit au fur et à mesure des transactions. Sa connaissance de ce qu'elle vendait était évidente. Elle savait expliquer quelles laitues étaient les plus tendres, quelles tomates étaient idéales pour la sauce. « Ces carottes ont été cueillies hier », expliqua-t-elle à Madame Joseph, qui examinait la marchandise d'un œil critique. « Elles sont douces, bonnes pour le jus. » Madame Joseph, connue pour son palais exigeant, finit par acheter plus que prévu. D'autres femmes s'approchèrent, attirées par la qualité des produits et la nouveauté de la vendeuse. Vers midi, la table était presque vide. Esther rangea les pièces dans un petit sac en tissu, son premier argent honnêtement gagné. Le poids des pièces dans sa main semblait représenter quelque chose de bien plus grand que leur valeur monétaire. C'était la preuve tangible de sa capacité, de sa valeur. Avant de rentrer à la ferme, Esther demanda à Elliot quelques minutes pour acheter quelque chose. Elle marcha seule entre les étals jusqu'à trouver celui qu'elle cherchait. Une dame d'Issoudun qui vendait des tissus et de petits articles de mercerie. Avec une partie de son argent, elle acheta un nouveau foulard, bleu comme le ciel de printemps, avec de petites fleurs brodées aux extrémités. Sur le chemin du retour, assise à côté d'Elio dans la charrette, Esther portait le nouveau foulard au cou. C'était la première chose qu'elle choisissait pour elle-même depuis des années, achetée avec le fruit de son propre travail. Le soleil de l'après-midi brillait sur les champs, et elle gardait le visage tourné vers lui, absorbant sa chaleur comme une plante après une longue sécheresse. « Merci », dit-elle simplement, alors qu'ils approchèrent de la ferme. Elliot la regarda du coin de l'œil, sans trop détourner son attention des chevaux. « Pourquoi ?»« Pour avoir cru que je pouvais le faire. » Il acquiesça, ne sachant que répondre. Les mots n'avaient jamais été ses alliés, et à ce moment-là, il semblait particulièrement inadéquat pour exprimer ce qu'il ressentait. Cette nuit-là, après le dîner, Esther sortit sur la véranda avec une tasse de tisane à la camomille. Elliot était assis dans son fauteuil à bascule habituel, observant les étoiles qui parsemaient le ciel sombre. Sans demander la permission, elle s'assit sur la chaise à côté,
qui restait toujours vide auparavant. Ils restèrent là, côte à côte, en silence. Entre eux, pas besoin de mots. Le doux grincement du bois, le chant lointain d'un grillon, la brise fraîche qui apportait l'odeur de la campagne. Tout cela semblait communiquer plus que des phrases élaborées n'auraient pu le faire. À cet instant, Elliot réalisa que l'impensable n'avait pas été de la sortir de la cave, c'était de la rendre à elle-même. La jeune femme qui était maintenant assise à côté de lui n'était pas la même créature effrayée qu'il avait trouvée des mois plus tôt. Il y avait en elle une étincelle retrouvée, un sens de la dignité qui commençait à refleurir, et quand elle revint de la cuisine après avoir lavé sa tasse, elle s'assit de nouveau sur la chaise, en silence, existant simplement dans cet espace qui était maintenant aussi le sien. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux d'Elliot, et il y avait en eux un message, clair même sans parole, de la gratitude, oui, mais aussi quelque chose de plus, la certitude partagée que, finalement, aucun des deux n'était seul. La nuit avança, étendant son manteau sombre sur la ferme. Sur la véranda, deux silhouettes restaient immobiles, séparées par une petite distance physique mais unies par quelque chose qui allait au-delà des circonstances qui les avaient rapprochées. Ce n'était pas encore de l'amour. Il était trop tôt pour cela. C'était quelque chose d'aussi précieux et peut-être plus rare, une reconnaissance mutuelle, une compréhension silencieuse qu'ils connaissaient tous deux, la douleur de la solitude forcée et que maintenant, ensemble, ils découvraient la possibilité d'un chemin différent. Les étoiles continuèrent leur lent mouvement dans le ciel, témoins silencieux de deux âmes qui, après avoir si longtemps navigué sur des mers séparées de souffrance, trouvaient enfin un port sûr dans la présence l'une de l'autre.